Nous sommes mercredi 8 novembre 2023. Bonsoir à tous, bienvenue sur Kavi TV et dans ce journal à la une de l'actualité. Évasion à la maison centrale de Conakry. Le ministre de la Justice n'est pas content de l'administration pénitentiaire. Alphonse Charles White n'a pas caché sa désolation suite à une vidéo montrant le colonel Claude Pivy à la maison centrale avec plusieurs téléphones portables face à des gardes pénitentiaires. Il n'est pas passé par le dos de la cuillère. Conakry accueille le rendez-vous international du textile africain. La capitale guinéenne abrite le CITA, Salon international du textile africain. Plus de 40 pays participent à cette 9e édition afin de mettre en valeur le Made in Africa. La musique, loin des instruments avant et de ses souffleurs, c'est notre grand format de ce soir. Vous le comprendrez dans le reportage que nous vous proposons. Trompette, saxophone et autres, que vaut la musique sans ces instruments? La réponse, c'est dans quelques instants. Dans l'actualité toujours, gagner ces 2 matchs pour jouer la Coupe du Monde 2026. C'est la nouvelle ambition du sélectionneur guinéen Kaba Diawara. En conférence de presse ce mercredi, l'ex-sociétaire du Sidi National s'est montré très confiant vis-à-vis de ses ambitions. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. L'attaque de la maison centrale de Conakry qui a conduit à l'évasion de Moussa Dadis Camara et compagnie hérite la colère du garde des Sceaux. Alphonse Charrois a été sidéré par la publication d'une vidéo montrant Claude Pivy en prison avec des téléphones portables. Le garde des Sceaux, dans une colère noire, n'a pas digéré ce comportement des gardes pénitentiaires. Anso Baïlo Baldé, reportage. C'est un Charles White très déçu et remonté qui apparaît dans la vidéo. C'est lors d'une visite à la maison centrale de Conakry après l'attaque qui a eu lieu samedi dernier qui a conduit à l'évasion de Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegbourou Camara, Blaise Goumou et Claude Pivy. Devant des gardes pénitentiaires, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, n'en revient pas. Les grades, combien d'années vous êtes dans ça? Qui est venu vous donner ça? C'est ce monsieur-là. Ah, mais dans tout ça, ça dit dans la vie, il faut savoir quand même faire des récompenses, mais aussi des sacrifices. On vous a récompensé de tous vos efforts. Mais vous, en contrepartie, vous avez donné quoi? Vous avez donné quoi? Dans un ton de colère, suivi des mouvements de retournement qui définissent son insatisfaction du travail des gardes pénitentiaires, Alphonse Charles White ne fait plus confiance à ses gardiens des prisonniers. S'il peut être avec le téléphone, sa raison d'être n'est pas. Vous ne pouvez pas me justifier, mais pourquoi il perd là? 5 téléphones portables devant lui. 5 téléphones portables devant lui. Où est toi, régisseur adjoint? Où est Mamadi? Où vous êtes dans tout ça? Mais moi, je dois quitter encore mon bureau tous les matins que je vienne ici. Tout est parti de cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant Claude Pivy dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry avant son évasion. L'homme qui est en cavale apparaît dans la vidéo avec plusieurs téléphones portables alors qu'il était en prison. Ouais, là-bas, on est là, hein. Tout va bien. Hein. Celui qui dit que, mais on est là seulement, on se prépare comme si je suis en stage, parce que ici là c'est l'internat pour moi, hein. Je me prépare très bien, sans la guerre, dans l'accalmie, mais vous aussi qui sont là-bas, il faut faire les choses, ce qui est clair, c'est ça le problème. Ah. Donc nous on est là, tranquillement, il y a la santé, on fait le sport, voilà. Jusqu'à date, Claude Pivy, cité dans l'affaire des événements du 28 septembre 2009, reste introuvable. Les recherches continuent donc pour le retrouver afin de redonner espoir aux victimes qui ont soif de justice dans ce dossier. 500 millions de francs guinéens pour tout citoyen détenant des informations exactes sur le colonel Claude Pivy en cavale depuis le 4 novembre 2023. C'est l'annonce faite par le ministère de la Justice dans un communiqué publié cet après-midi. Le garde des Sceaux instruit par la même occasion les procureurs généraux de tout mettre en œuvre pour rechercher et recueillir auprès des citoyens toute information ou renseignement de nature à faciliter l'interpellation du fugitif, cela en application de l'article 37 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale.
Dans le même registre, la terreur perpétrée par des hommes habillés en tenue militaire sur des populations de Mafanko et Koléa dans la commune de Matam a fait réagir le directeur exécutif de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous. L'activiste des droits de l'homme a aussi donné son avis sur la réaction du ministre de la Justice à la maison centrale de Conakry, Ali Badara Akila et Ansouba Ilobaldé. Maître Frédéric Foromo-Loua, directeur exécutif de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous, condamne avec la dernière énergie les fouilles systématiques exécutées dans les quartiers Mafanko et Koléa par des hommes en tenue militaire. Selon ce défenseur des droits de l'homme, il ne relève pas des militaires de faire un tel travail quand il s'agit des questions judiciaires. L'armée se doit de garantir l'intégrité territoriale et la sécurité aux frontières. Mais à l'intérieur, je pense qu'il y a des forces qui sont appropriées, notamment la police et la gendarmerie. Nous n'avons pas compris cette descente ou bien ces différentes descentes des éléments des forces spéciales dans différentes familles. L'actualité dominante de ce mercredi à Conakry, c'est la visite du ministre de la Justice à la maison centrale de Coronti, où Alphonse Charles White s'est montré spectaculaire face aux gardes pénitentiaires. Maître Frédéric Foromo-Loua, le garde des Sceaux, est allé trop loin de ses prérogatives. Vu que déjà les militaires, les forces postées à l'extérieur ont été maîtrisées, je ne vois pas comment est-ce que les gardes pénitentiaires, qui ne sont quelquefois même pas armés, pouvaient réagir contre ce commando. Donc les traités de la sorte révèlent une certaine injustice qui ne dit pas son nom. Donc il est important de calmer le jeu. Maître Frédéric Foromo-Loua, défenseur des droits humains, demande aux autorités d'ouvrir des enquêtes sur ce qui s'est passé à la maison centrale de Conakry afin de situer les responsabilités. Comme annoncé en titre, la capitale guinéenne abrite la 9e édition du Salon international du textile africain, CITA, lancé ce mercredi à Conakry. Plus de 40 pays prennent part à cette grande rencontre panafricaine. Cet événement a pour objectif promouvoir le textile africain et encourager la créativité. Fatoumata Kane, Ousmane Oussi Kamara, reportage. Promouvoir la diversité dans un esprit de partage et de cohésion et raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre les pays africains est un des objectifs du Salon international du textile africain. Plus de 40 pays participent à cette grande rencontre panafricaine pour ensemble partager et échanger leur savoir-faire en artisanat afin de contribuer à la promotion de l'artisanat et faire de ce secteur un vecteur de développement. Vous devrez tous profiter de cette grande retrouvaille pour permettre à l'Afrique de poser tous les jalons possibles pour le développement et la promotion de son artisanat, afin de booster son décollage économique, social et scientifique. Venus de partout en Afrique et aussi des sous-préfectures de la Guinée pour participer à cette rencontre, ces promotrices rappellent des difficultés rencontrées dans la production de leurs textiles. On travaille, mais on manque de moyens. C'est moi-même qui fabrique mes créations. Je veux qu'ils nous aident à avoir du matériel. Comme tous les entrepreneurs, hein, c'est pas facile. Déjà avec les artisans, déjà la compréhension, tu veux quelque chose et eux veulent autre chose, donc c'est un peu la difficulté avec ça. Et bon, on a nos petites difficultés aussi avec la produit. À travers ce CITA, les participants espèrent faire connaître leurs produits, participer à la réduction du chômage, combattre la piraterie, contribuer à la valorisation et accroître la visibilité du textile africain à travers le monde. Entrepreneuriat féminin, on en parle dans ce journal. Le Forum de l'entrepreneuriat et le leadership féminin de Guinée a annoncé les couleurs de la 3e édition du FODELF. C'était à la faveur d'une conférence de presse. Ce forum d'échange sur l'entrepreneuriat féminin est prévu du 17 au 19 novembre prochain. Mamadou Tanouba.
Le FODELF se prépare à lancer la 3e édition du Forum de l'entrepreneuriat et leadership féminin de Guinée, une occasion qui sera mise à profit pour booster les femmes entrepreneurs et aspirantes dans leur activité à travers des panels de formation et d'échange d'expériences, comme le souligne sa présidente Massiré Touré. On n'a pas besoin de statistiques pour parler de l'entrepreneuriat féminin, ça se voit au quotidien. Donc c'est pour ça, c'est ce qui nous motive à organiser un événement où on peut les promouvoir, mais où aussi il y aura un espace où on peut échanger des problèmes qui freinent l'entrepreneuriat féminin et comment trouver des solutions aussi pour amener les femmes à renchérir davantage leur potentiel, mais aussi à booster leur activité. Le Forum de l'entrepreneuriat et leadership féminin de Guinée est accompagné dans ce projet par Aminata Keïta, directrice générale du cabinet de formation CAP Afrique. Le FODELF est une plateforme extraordinaire, hors pair pour les femmes, pour les jeunes femmes et les femmes plus âgées qui veulent s'engager en entrepreneuriat. Et quel que soit l'âge, il y a toujours un accompagnement qui est offert par justement le FODELF, auquel nous encourageons toutes les femmes, tous les décideurs à s'intéresser. Le lancement du Forum de l'entrepreneuriat et leadership féminin de Guinée se tiendra du 17 au 19 novembre 2023. La musique qui s'offre à nous aujourd'hui obéit-elle aux attentes des mélomanes? Le constat est qu'elle s'éloigne de plus en plus de ses nobles caractères et s'enlise dans une cacophonie. Ainsi, la musique a rompu avec un instrument essentiel de l'orchestration, l'instrument avant, la trompette, le saxophone, pour ne citer que ceci, ne sont plus cités dans le rendement musical guinéen, comme si la nouvelle génération de musiciens cédait à la facilité. Une musique sans de véritables instrumentalistes, surtout sans les souffleurs. C'est un grand format signé Salimatou Diallo. Suivez. La musique guinéenne conjugue de plus en plus les instruments avant au passé. Il est déjà loin le temps où les saxophonistes et trompettistes guinéens régnaient sur la musique africaine. Une réalité qui attriste encore les nostalgiques de cette période où la musique était rythme et dialogue harmonieux de tous les instruments de musique. La musique est universelle. Nous sommes d'accord, c'est le métissage. Nous sommes dans la mondialisation. Mais je demanderai à nos jeunes de ne pas oublier notre source. Pas eux, mais nous tous. Notre source. C'est très important. Justin Morel Jr., ancien journaliste et animateur culturel, semble regretter le temps où les instruments avant faisaient du bruit. Il explique que la nouvelle génération de musiciens doit savoir comprendre sa mission de produire une musique qui résiste au temps et pour cela, introduire les instruments essentiels dans l'orchestration. Il y a plusieurs niveaux d'explication. La première, c'est que les instruments avant sont en général difficiles. La deuxième, donc, peut s'expliquer par une certaine paresse technique de certains de nos jeunes musiciens. Et puis, la troisième, c'est l'exigence de techniciens de la musique. Maintenant, c'est l'approche personnelle. Parce qu'un instrument avant, en général, c'est quand même un instrument très personnalisé. Pour des raisons même sanitaires, les instruments avant, où vous utilisez la bouche, vous voyez, où vous passez votre souffle, c'est plus compliqué parce que vous pouvez passer des maladies. Donc, c'est un instrument qu'il faut posséder pour soi-même. Ensuite, il faut être quelque part sportif parce qu'il faut avoir le souffle. Et pour acquérir du souffle, il faut faire un peu de sport. Justin Morel démontre son amour pour ses instruments avant et surtout l'effet positif et sonore que cela apporte dans la musique. Moi, j'ai une sensibilité particulière, par exemple, pour les instruments avant. Quand j'entends un saxo, l'expression d'un saxophone qui passe quand même par le souffle qu'il met dans son instrument, des sentiments, ça me touche alors d'une manière extraordinaire. Donc, on peut faire une belle musique sans les instruments avant, mais on peut faire une meilleure musique en intégrant toutes les sections que peut comporter une belle musique.
Aujourd'hui, l'impression est forte que la musique guinéenne tend à ne se soucier que de l'impact d'un moment. L'électronique ne devrait pas en effet remplacer l'homme dans la pratique musicale. Il est temps que le ministère de la Culture et les musicologues se réveillent et montrent la bonne voie pour une musique qui défie le temps. Et parmi ces défis, susciter l'intérêt des jeunes gens pour la maîtrise des instruments avant et leur réintroduction systématique dans notre musique. La musique sous tous les cieux est un dialogue dynamique de divers instruments. L'harmonie de cette diversité de sons titille, divertit l'esprit et émeut le cœur. La musique avec un long écoulement du saxophone et de la trompette devient ainsi une sensation qui nous réconcilie avec des souvenirs, des amitiés, des amours, des présences qui se sont évaporées. Cette musique est donc cette sensation qui plonge notre âme dans l'extase, une musique plurielle à ne pas laisser mourir. Un grand format signé Salimatou Diallo. Volet sport de ce journal, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 démarrent la semaine prochaine pour la zone Afrique. La Guinée va entamer cette campagne de qualification par la réception de l'Ouganda le 17 novembre au Maroc avant de se déplacer le 21 novembre prochain au Botswana. À une dizaine de jours de sa première sortie, Kaba Diawara reste confiant et serein et compte arracher son ticket pour le mondial prochain. Mariam Boibari, reportage. La Guinée recevra au Maroc l'Ouganda dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Malgré quelques pépins physiques enregistrés dans les rangs de l'équipe nationale guinéenne, notamment l'absence de quelques cadres, Kaba Diawara reste serein et espère remporter les matchs pour garder le cap et se qualifier au mondial 2026. En gagnant ces deux matchs, on aurait 6 points et on se placerait directement en bonne position. On sait que l'Algérie est le favori de notre groupe, mais on a ce rêve de participer à cette Coupe du Monde. Et moi, j'aimerais bien être à la tête de l'équipe qui amène la Guinée en Coupe du Monde. Ce serait une première. Donc, si on gagne ces deux matchs, on garde le cap. Et surtout, on se donne un maximum de confiance avant la Coupe d'Afrique. Le sélectionneur guinéen enregistre le retour de quelques cadres de l'équipe forfait lors de la dernière trêve internationale, notamment Naby Keïta. Et que ce soit Moriba et Naby, excusez-moi, c'est peut-être deux de nos meilleurs joueurs. Maintenant, pour en revenir à Morlaï, je suis obligé de penser aussi par rapport à ce qu'il a fait récemment en sélection et par rapport à son passé en sélection. Contrairement aux deux autres précédemment cités, il n'y a pas photo. Mais encore une fois, comme je vais aller dans votre sens aussi, je vous le répète, la porte est fermée à personne. Je continue ma logique de groupe. On note également le retour de Serhou Guirassy qui revient tout juste d'une blessure. Avec une performance XXL en Bundesliga, le meilleur buteur d'Europe devant Alan Mbappé sera l'arme principale du Sili national s'il réussit à revenir à son top niveau avant sa blessure. Moi, je suis très content parce qu'il a fait un début de saison extraordinaire et que moi-même, je lui avais dit avant de partir, il faut jouer un petit peu moins parce que tu risques la blessure. Il ne faut pas oublier qu'il arrive de pratiquement 2 ans où il jouait moins. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller doucement avec lui et c'est pour ça qu'il est dans la liste, tout simplement. Pour cette sortie du Sili, Kaba Diawara va en découdre avec son ancien mentor Paul Put, ancien sélectionneur du Sili national de Guinée. Sport toujours, après avoir éliminé le Niger sur un score cumulé de 10-0, l'équipe nationale féminine U20 de football connaît son adversaire au 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2024. Les joueuses de Sekouba Kamara vont affronter le Maroc, tombeur du Burkina Faso au 2e tour. Pour y arriver, le sélectionneur du Sili national dames U20 a dévoilé la liste de ces 20 joueuses retenues pour affronter les Aigles. Il est au micro de Mariam Boibari. La liste des 20 joueuses convoquées pour le match Guinée-Maroc. 1. Diaka Cherif Aïdara, Afia FC. Memouna Kumbasa, AS Kaloum. La défense, on a Doussou Djongbe Kamara, COE. Hawa Kamara, COE. Salimatou Sila, AS Bolonta. Fatmata Kamara, Espoir Yimbaya. Mahawa Drame, INF, Académie d'élite de Nongo.
Mariam Diallo, COE. Au milieu, on a Aminata Bangoura, AS Kaloum, Fatmata Yaya Samoura, Espoir Yimbaya, Maferen Kamara, Étoile de Dubrika, Nimatoula Diallo, INF de Nongo, Nana Kamara, Galaxy FC, Nancy Kourouma, INF. À l'attaque, on a Fantasy Libé, INF, Mamasata Fassinandino, Galaxy FC, Memounaba, AS Kaloum, Mariam Haruna Yatara, JTK, Suzanne Lama, INF, et Fanta Daouda Nabe, Espoir Sangoya. Cap à présent sur les footballeurs guinéens évoluant à l'extérieur du pays. Ce week-end, ils sont nombreux qui se sont imposés dans leurs clubs respectifs. Si certains d'entre eux ont retrouvé le chemin du filet, d'autres continuent à enchaîner des exploits. Voici le condensé proposé par Hassan Diallo. Nous commençons ce tour des Guinéens d'ailleurs par l'Espagne. Las Palmas de Soricaba s'est imposé à domicile face à l'Atlético Madrid. 2-1. L'attaquant du Sili national est entré en jeu à la 84e minute. A rappeler que Soricaba n'a marqué qu'un seul but depuis son arrivée en Espagne cette saison. Il ne figure pas aussi sur la liste du sélectionneur guinéen Kaba Diawara pour les qualifications de la Coupe du Monde. Toujours en Espagne, le FC Valence de Mouktar Diarabi a petitement gagné 1-0 sur ses propres installations face à Granada. Le défenseur du Sili national qui traîne une blessure n'était pas de l'équipe. En Ligue 2, l'Eganes de Seydouba Sissé est allé dominer FC Cartagena SAD 3-0. Entré en seconde période, le milieu de terrain guinéen a disputé 23 minutes. En Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain a lourdement sanctionné 3-0 Montpellier. Diarra Sylla a été contraint de quitter ses amis après 20 minutes du coup d'envoi pour cause de blessure. Il souffre d'une lésion au mollet gauche qui l'oblige à faire une pause de 3 semaines. Lens de Morgan Guilavogui a été tenu en échec 0-0 sur la pelouse de Lorient. Morgan a disputé 75 minutes dans la partie. Le Havre de Mohamed Bayo est allé gagner 2-1 sur le terrain de Toulouse. Les visiteurs ont réussi cette performance grâce à Mohamed Bayo, auteur d'un doublé, son tout premier avec le club havrais, où il est sous prêt en 8 matchs. L'attaquant guinéen compte 3 réalisations avec le promu, le Havre. En Bulgarie, le Botev Plovdiv Antoine Conté a fait un match nul à domicile 0-0 face au Lokomotiv Plovdiv. Le défenseur du Sili national a joué la totalité de la rencontre. En Saudi Pro League, Abba FC de François Kamano a dominé 3-2 Al Kaoud. L'ancien Bordelais a disputé les 45 minutes du match. Winterthur s'est lourdement incliné 4-1 face à Young Boy de Mohamed Ali Kamara. Le défenseur guinéen qui a joué l'intégralité de la rencontre a été l'auteur de la passe décisive sur le 4e but de son club à la 83e minute. C'est une rencontre du championnat suisse de première division. Pour finir, en Grèce, Atromitos de Agibou Kamara s'est allé s'imposer sur le terrain de Haris 3-1. L'international guinéen, qui a été utilisé titulaire dans cette rencontre, a inscrit le 3e but du club où il est sous prêt. C'est tout pour ce tour des Guinéens d'ailleurs. On se retrouve demain pour une autre rubrique. Bonne chance donc aux joueurs guinéens évoluant à l'international. Au Mali, l'attentat survenu ce mardi à Kidal fait état de 14 morts, dont 8 enfants dans une frappe aérienne de l'armée malienne. L'armée malienne dit avoir pour cible des terroristes. Rencontré, le sociologue consultant Djigiba Traoré affirme que cette attaque n'est pas une surprise, dans la mesure où l'accord entre la junte malienne et la communauté internationale a été violé par les responsables de la MINUSMA. Sa réaction, c'est dans ce reportage de Mama Aïssa Tatawel Kamara. Suivez. Selon des informations, c'est la précipitation du décrochage de la MINUSMA à Kidal qui a irrité les autorités maliennes qui, par contre, voulaient lier ce départ avec l'arrivée sur place de leur armée. Cette attaque aérienne a causé la mort de 14 personnes, notamment 8 enfants, regroupés devant une école près du camp et 6 notables tués par des drones de fabrication turque de l'armée malienne. Guigui Bamara sollicite une négociation pour résoudre ces différends. Je crois que c'est une guerre qu'on peut appeler ici une guerre asymétrique.
Premièrement. Deuxièmement, c'est un problème géopolitique. Vous savez que le nord du Mali, du Niger et l'ouest, n'est-ce pas, du Burkina Faso, ce sont des zones qui sont très riches en sous-sol et en sol. Conséquence, elles attirent ces zones-là la convoitise pratiquement de toutes les puissances internationales. Et c'est ce qui est à la base, d'ailleurs, de la naissance de tout ce qui est mouvement. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale doit bouger pour que les autorités maliennes et les rebelles de la CMA puissent s'asseoir autour d'une même table. Ce sociologue craint pour une confrontation. Selon lui, depuis plusieurs mois, nombreux pays du monde font face à des guerres interminables, une situation dont les conséquences se répercutent sur d'autres pays. Dans le monde, je pense que c'est une guerre de positionnement, c'est un problème géopolitique entre les puissances. Les uns veulent contrôler certaines zones, les autres veulent avoir leur emprise sur d'autres zones, et voilà. Et il y a aussi des centristes. Donc c'est une question d'intérêt. Mais je pense aujourd'hui que notre planète, le monde n'a pas besoin de toutes ces guerres. Le retrait de la mission de l'ONU a déclenché une course pour le contrôle du territoire entre l'armée, les rebelles et les djihadistes. Kidal était contrôlé en 2012 par les rebelles. Ces derniers, qui avaient accepté de cesser le feu en 2014, viennent de reprendre les armes, selon des informations. Ainsi prend fin cette grande édition d'informations réalisée par toute la rédaction politique du groupe Kavi Média. À tous, merci de l'avoir regardé. Bonne suite de programme sur Kavi TV. Au revoir.